Le 24 juin 1982, Laurent Mercier, 27 ans, ingénieur civil fraîchement marié depuis 8 mois, quitte le chantier d'extension du port de Nice à 17h30. Sa Peugeot 304 blanche est retrouvée 3 heures plus tard, garée près de la promenade des Anglais, portière déverrouillée, clé sur le contact. Son équipement de plongée a disparu du coffre. Laurent n'est jamais rentré chez lui. Pendant 21 ans, sa femme Céline a cherché des réponses dans le silence pesant de la Méditerranée. Puis, en avril 2003, lors de la démolition d'un ancien entrepôt industriel près du Vieux-Port, un ouvrier découvre une montre de plongée dans les décombres d'un sous-sol condamné. Sur le boîtier en acier oxydé, une gravure encore lisible. Pour Laurent, avec tout mon amour, c'est 24 octobre 1981. Cette montre, offerte le jour de leur mariage, ouvre une porte sur une vérité que personne n'aurait pu imaginer. Comment un objet si précieux a-t-il pu se retrouver dans un lieu qui n'avait jamais été fouillé? Et surtout, qu'est-ce qui s'est réellement passé ce soir de juin 1982? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle enquête. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Nice, juin 1982. La ville baigne dans l'effervescence de l'été qui approche. La promenade des Anglais s'anime de touristes venus profiter de la douceur méditerranéenne. Mais loin de l'agitation touristique, dans le quartier du port, une transformation majeure est en cours. La municipalité a lancé un projet ambitieux d'expansion des infrastructures portuaires, un chantier titanesque qui doit moderniser les installations vieillissantes et créer de nouveaux espaces commerciaux. Laurent Mercier fait partie de l'équipe d'ingénieurs supervisée par la société de BTP qui a remporté le contrat. Natif de Cagnes-sur-Mer, petite ville à une dizaine de kilomètres de Nice, Laurent a toujours été fasciné par la mer. Enfant, il passait des heures sur les plages rocheuses, observant les pêcheurs réparer leurs filets, écoutant leurs histoires. Cette passion l'a naturellement conduit vers le génie civil spécialisé dans les constructions maritimes. Après des études à l'École des Ponts de Paris, il est revenu sur la Côte d'Azur, déterminé à contribuer au développement de sa région natale. Physiquement, Laurent est un homme de taille moyenne, environ 1,75 m, avec une carrure athlétique forgée par des années de natation et de plongée. Ses cheveux châtains, toujours légèrement décoiffés par le vent marin, encadrent un visage aux traits réguliers, marqué par une détermination tranquille. Ses yeux noisettes reflètent une intelligence vive et une curiosité insatiable. Ceux qui le connaissent le décrivent comme quelqu'un de réservé, presque timide dans les grandes assemblées, mais passionné et éloquent lorsqu'il parle de son travail ou de ses plongées en Méditerranée. Sa relation avec Céline Fontaine a débuté 3 ans plus tôt, en 1979, lors d'une conférence sur la préservation du littoral organisée à la bibliothèque municipale de Nice. Céline, professeure de littérature française dans un lycée du centre-ville, assistait à l'événement par curiosité intellectuelle. Laurent y présentait un exposé sur l'impact des constructions portuaires sur les écosystèmes marins. Après la conférence, elle l'avait abordé pour discuter de la manière dont Victor Hugo décrivait la mer dans ses œuvres. Cette conversation avait duré 3 heures dans un café de la vieille ville. Céline est une femme élancée, aux longs cheveux bruns, qu'elle porte souvent noués en chignon lorsqu'elle enseigne. Son visage fin, éclairé par des yeux verts pénétrants, exprime une sensibilité artistique que Laurent admirait profondément. Issue d'une famille de libraires niçois établie depuis 4 générations dans le quartier du Vieux-Nice, elle a grandi entourée de livres et de culture. Contrairement à Laurent, elle est extravertie, capable de captiver une salle entière avec une lecture de Baudelaire ou une analyse de Camus. Ensemble, ils formaient un équilibre parfait. Sa passion pour les mots complétait l'amour de Laurent pour les structures et les calculs. Leur mariage, célébré le 24 octobre 1981 à la mairie de Nice, avait été une cérémonie intime réunissant une 50aine d'invités. La mère de Laurent, Sophie Mercier, veuve depuis 10 ans,
avait pleuré de joie en voyant son fils unique fonder enfin sa propre famille. Les parents de Céline, André et Marguerite Fontaine, propriétaires de la librairie Le Coin des Lettres, rue Masséna, avaient organisé une réception dans leur appartement au-dessus de la boutique. Ce jour-là, Céline avait offert à Laurent cette montre de plongée Yema Superman, un modèle français prisé des plongeurs professionnels, avec la gravure qui deviendrait 21 ans plus tard la clé d'une énigme déchirante. En juin 1982, le jeune couple occupe un appartement de 3 pièces au 3e étage d'un immeuble de la rue Trachel, à mi-chemin entre le lycée où enseigne Céline et le port où travaille Laurent. L'appartement, modeste mais lumineux, donne sur une petite cour intérieure où poussent des jasmins et des lauriers roses. Céline y a installé une bibliothèque qui occupe tout un mur du salon, rempli de classiques français et de recueils de poésie. Laurent a aménagé un petit bureau dans l'alcôve de la chambre où il étale ses plans et ses calculs le soir, à la lumière d'une lampe d'architecte. Leur vie suit un rythme tranquille et heureux. Le matin, ils prennent ensemble leur petit déjeuner sur le balcon lorsque le temps le permet. Céline part vers 7h30 pour préparer ses cours, Laurent vers 8h pour rejoindre le chantier. Le soir, il dîne souvent chez la mère de Laurent, à Cagnes-sur-Mer ou chez les parents de Céline, maintenant la tradition familiale si importante dans la culture niçoise. Les week-ends, Laurent emmène Céline en plongée dans les calanques entre Nice et Villefranche-sur-Mer, lui apprenant patiemment à explorer les fonds marins qu'il connaît par cœur. Le projet du port mobilise Laurent intensément depuis janvier 1982. L'extension prévoit la construction de nouveaux quais, le renforcement des digues existantes et la création d'un bassin plus profond pour accueillir des navires de commerce de plus grande taille. Le chantier emploie près de 80 ouvriers et une dizaine d'ingénieurs. L'atmosphère y est tendue car les délais sont serrés et les contraintes techniques complexes. La proximité de la mer exige des calculs précis pour les fondations et chaque jour apporte son lot de défis. Antoine Lavigne, 32 ans, est le superviseur direct de Laurent sur le chantier. Ingénieur confirmé avec 10 ans d'expérience, Antoine vient de Lyon et a déménagé à Nice spécifiquement pour ce projet. Grand, presque 1,90 m, avec des épaules larges et une voix grave, il impose naturellement le respect. Ses cheveux noirs grisonnent déjà sur les tempes, lui donnant une allure de maturité rassurante. Contrairement à Laurent, Antoine est très sociable, toujours prêt à organiser des sorties avec l'équipe, à raconter des anecdotes de ses chantiers précédents. Les deux hommes ont développé une amitié solide, malgré leurs 5 ans de différence d'âge. Antoine a pris Laurent sous son aile, lui enseignant les aspects pratiques du métier que l'école n'enseigne pas. Comment gérer les conflits avec les entrepreneurs, comment anticiper les retards, comment communiquer efficacement avec les ouvriers. Ils déjeunent souvent ensemble dans un petit restaurant ouvrier près du port, la brasserie du quai, où ils discutent de football, de plongée, de leur vie respective. Antoine est célibataire, et Laurent tente régulièrement, avec l'enthousiasme naïf des jeunes mariés, de lui présenter des amis de Céline. En ce début d'été 1982, le chantier entre dans une phase critique. Les travaux de fondation des nouveaux quais progressent selon le planning, mais une découverte imprévue complique la situation. Lors du forage exploratoire pour les piliers d'une nouvelle digue, les équipes ont découvert une poche de sédiments instable à 8 mètres de profondeur. Cette anomalie géologique n'apparaissait pas dans les études préliminaires. Laurent et Antoine passent des heures à analyser les données, à recalculer la résistance des structures, à proposer des solutions alternatives. La pression de la direction est forte. Tout retard coûte cher, et le projet doit absolument être terminé avant la haute saison touristique de l'année suivante. Le vendredi 24 juin 1982 commence comme n'importe quel autre jour. Laurent se lève à 6h30, prend sa douche pendant que Céline prépare le café. Ils déjeunent ensemble en silence, encore ensommeillés, écoutant les informations à la radio. Le présentateur annonce un temps ensoleillé avec des températures atteignant 28 degrés, parfait pour les premières baignades de l'été. Avant de partir,
Laurent embrasse Céline et lui promet qu'ils iront dîner le lendemain soir au restaurant italien qu'elle aime tant, près de la place Masséna. Sur le chantier, l'ambiance est électrique ce matin-là. La veille, jeudi, les équipes ont finalement trouvé une solution au problème des sédiments instables, modifier l'angle des piliers et augmenter leur diamètre pour mieux répartir les charges. Cette solution, proposée par Laurent après 3 semaines d'analyse, a été validée par le bureau d'études à Paris. Aujourd'hui, les ouvriers doivent commencer les premiers forages selon ces nouveaux paramètres. C'est un moment crucial qui déterminera si le projet pourra rattraper son retard. À 9 heures, Laurent et Antoine inspectent les foreuses installées la veille sur la plateforme flottante, ancrée à 200 mètres du rivage. L'eau est calme, d'un bleu profond caractéristique de la Méditerranée par temps clair. Les ouvriers vérifient l'équipement, effectuent les derniers réglages. Tout semble prêt pour commencer. Vers 10h30, le premier forage débute. Laurent reste sur la plateforme, observant attentivement les indicateurs de profondeur et de résistance. Les données sont bonnes, conformes aux prévisions. Antoine, resté sur le quai avec les autres ingénieurs, communique par radio pour suivre la progression. À midi, après 2h30 de travail continu, le premier pilier atteint la profondeur requise. Les géologues présents confirment que le sol est stable. C'est une victoire, un soulagement immense pour toute l'équipe. Le déjeuner se déroule à la brasserie du quai dans une ambiance de célébration contenue. Laurent et Antoine partagent une table avec 2 autres ingénieurs, Marc Deschamps et Julien Arnaud. Ils commandent le plat du jour, une daube provençale servie avec des pâtes fraîches. La conversation tourne autour du planning. Si les forages continuent à ce rythme, ils pourront peut-être regagner 2 semaines sur le calendrier initial. Antoine commande une bouteille de rosé de Provence pour fêter cette bonne nouvelle, mais Laurent refuse poliment de boire, préférant rester concentré pour l'après-midi. Après le déjeuner, vers 14h, Laurent retourne sur le chantier pendant qu'Antoine se rend à une réunion au bureau de la direction municipale pour présenter l'avancement des travaux. Les forages reprennent sur la plateforme. Laurent supervise le 2e pilier, vérifiant chaque paramètre avec la même attention méticuleuse. L'après-midi s'écoule sans incident. À 16h, une pause est accordée aux ouvriers. Laurent en profite pour appeler Céline depuis le téléphone du bureau de chantier, une petite baraque préfabriquée installée près de l'entrée du port. Marie Calvini, la secrétaire administrative qui gère la paperasse du chantier, se souvient de cet appel. Elle travaille dans le bureau depuis le début du projet et connaît bien Laurent. Ce jour-là, elle l'entend rire au téléphone, ce qui est rare pour lui, toujours si sérieux. Après avoir raccroché, il lui confie que Céline vient d'apprendre qu'elle a obtenu un poste permanent au lycée, mettant fin à son statut de remplaçante. « C'est une excellente nouvelle », explique-t-il, qui leur apporte enfin la sécurité financière qu'ils espéraient pour peut-être envisager d'acheter un appartement plus grand. Marie remarque qu'il semble particulièrement heureux, détendu, le visage éclairé d'un sourire qu'elle voit rarement. À 17h, les ouvriers commencent à ranger le matériel. La journée de travail se termine officiellement à 17h30 le vendredi. Laurent aide à sécuriser la foreuse sur la plateforme, vérifie que tout est correctement amarré pour le week-end. Il échange quelques mots avec le contremaître, confirme que les forages reprendront lundi matin à 8h. Puis il quitte la plateforme en empruntant la passerelle métallique qui la relie au quai. C'est Antoine qui voit Laurent pour la dernière fois. Il est revenu de sa réunion à la mairie vers 17h15 et croise Laurent près du portail du chantier. Ils discutent quelques minutes. Laurent lui annonce la bonne nouvelle concernant Céline. Antoine le félicite, lui tape amicalement sur l'épaule. Puis Laurent mentionne qu'il va peut-être faire une plongée rapide avant de rentrer, profiter de la belle fin de journée. Antoine trouve l'idée un peu étrange. Laurent plonge habituellement le week-end, jamais en semaine après le travail, mais n'y accorde pas d'importance particulière. Il suppose que son ami veut évacuer le stress des dernières semaines. Il se souhaite bon week-end et se sépare. Il est exactement 17h35 lorsqu'Antoine voit Laurent marcher vers le parking où est garée sa Peugeot 304. La suite, personne ne l'a vu directement.
Ce que l'enquête établira plus tard provient de témoignages fragmentaires et d'indices matériels. La voiture de Laurent est retrouvée à 20h45 par un agent de police municipale effectuant sa ronde habituelle le long de la promenade des Anglais. Le véhicule est stationné sur un emplacement gratuit près de la plage Beau-Rivage, à environ 3 km du port. Les portières ne sont pas verrouillées, les clés pendent sur le contact. Le coffre est ouvert. À l'intérieur, il manque l'équipement de plongée de Laurent, sa combinaison néoprène, ses palmes, son masque, son gilet stabilisateur et ses bouteilles. Ses vêtements de travail, jeans, chemise à carreaux, chaussures de sécurité, sont soigneusement pliés sur la banquette arrière. L'agent de police, troublé par cette découverte, vérifie les papiers du véhicule et trouve le permis de conduire de Laurent dans la boîte à gants. Il tente de contacter le propriétaire, mais personne ne répond au numéro inscrit. Le téléphone sonne dans l'appartement vide de la rue Trachel, car Céline est chez ses parents ce soir-là, inquiète que Laurent ne soit pas encore rentré. L'agent signale le véhicule abandonné à son commissariat. Compte tenu des circonstances, équipement de plongée manquant, mer à proximité, une alerte est lancée immédiatement. À 21h30, Céline se présente au commissariat central de Nice après avoir été contactée par la police. Elle est accompagnée de son père, André Fontaine. Elle explique que Laurent devait rentrer vers 19h comme tous les vendredis. Quand 20h ont sonné sans nouvelles, elle a commencé à s'inquiéter. Elle a appelé le chantier, mais personne ne répondait à cette heure. Elle a ensuite contacté Antoine Lavigne chez lui. Celui-ci lui a confirmé avoir vu Laurent quitter le chantier, normalement vers 17h35, et lui a rapporté son intention de faire une plongée. Cette information a transformé l'inquiétude de Céline en véritable angoisse. L'inspecteur de permanence ce soir-là est Marc Dumas, 45 ans, un policier expérimenté qui travaille à la brigade criminelle depuis 15 ans. Dumas est un homme méthodique, au visage marqué par les années et les enquêtes difficiles. Il écoute attentivement Céline, prend des notes détaillées. Il lui demande si Laurent a des problèmes, des soucis particuliers. Elle répond que non, au contraire, ils viennent d'apprendre une bonne nouvelle concernant son travail au lycée. Dumas l'interroge sur les habitudes de plongée de Laurent. Céline explique que son mari est un plongeur expérimenté, certifié niveau 3, qui connaît parfaitement les fonds marins de la région. Mais elle ajoute un détail crucial. Laurent ne plonge jamais seul. C'est une règle absolue qu'il s'impose, une règle de sécurité fondamentale pour tout plongeur sérieux. Cette information alarme Dumas. Un plongeur expérimenté qui transgresse ses propres règles de sécurité, c'est inhabituel. Soit Laurent n'avait pas l'intention de plonger seul et devait retrouver quelqu'un, soit quelque chose l'a poussé à déroger exceptionnellement à sa prudence habituelle. Dumas organise immédiatement des recherches. Les pompiers plongeurs de Nice sont alertés. À 23h, une équipe de secours aquatique patrouille les eaux entre le port et la plage Beau-Rivage avec des projecteurs. La visibilité est mauvaise la nuit, mais ils inspectent systématiquement la zone. Le lendemain matin, samedi 25 juin, les recherches reprennent au lever du jour avec des moyens renforcés. 2 bateaux des pompiers équipés de sonars ratissent méthodiquement les fonds marins dans un rayon de 2 km autour de la plage Beau-Rivage. Des plongeurs explorent les zones rocheuses où Laurent avait l'habitude de descendre. La promenade des Anglais est parcourue par des policiers qui interrogent les promeneurs matinaux, les commerçants. Quiconque aurait pu voir quelque chose la veille au soir. Un témoin se présente spontanément au commissariat vers 11h. Il s'agit d'un retraité, Fernand Gastaldi, 68 ans, qui fait son jogging quotidien sur la promenade vers 18h. Le vendredi précédent, il a remarqué un homme correspondant à la description de Laurent, portant une combinaison de plongée, descendant vers la plage avec son équipement. L'homme marchait d'un pas décidé, ne semblait pas chercher quelqu'un. Gastaldi n'a pas prêté attention au-delà de cette observation. Un plongeur sur la Côte d'Azur en été n'a rien d'inhabituel. Il ne peut pas affirmer avec certitude qu'il s'agissait de Laurent, mais le signalement correspond. Taille moyenne, cheveux châtains, combinaison bleue et noire. Les recherches se poursuivent pendant 5 jours consécutifs. Chaque matin,
Les équipes de secours repartent en mer, explorant systématiquement les fonds, vérifiant les grottes sous-marines, inspectant les épaves connues dans la région. Céline vient tous les jours au commissariat, espérant des nouvelles, n'importe quelle information. Son visage se creuse jour après jour, ses yeux rougis par les larmes et le manque de sommeil. Sophie Mercier, la mère de Laurent, arrive de Cagnes-sur-Mer et s'installe chez sa belle-fille pour la soutenir. Les deux femmes passent leur journée dans l'attente insoutenable, entre espoir et désespoir. Le mercredi 30 juin, après une semaine de recherche intensive, l'inspecteur Dumas convoque Céline et Sophie pour un entretien au commissariat. Il leur explique avec compassion mais franchise que les recherches actives vont être progressivement réduites. Les plongeurs ont exploré tous les sites de plongée habituels de la région. Les sonars n'ont détecté aucun corps, aucune trace de l'équipement de Laurent. Sans éléments nouveaux, il devient difficile de justifier la mobilisation quotidienne des équipes de secours. Céline s'effondre en pleurs. Sophie, plus âgée et ayant déjà vécu la perte de son mari, garde un calme apparent, mais son regard trahit une douleur immense. Dumas continue l'enquête sous un angle différent. Il interroge longuement Antoine Lavigne, le dernier à avoir vu Laurent. Antoine répète exactement ce qu'il a dit dès le premier soir. Laurent semblait heureux, détendu. Il a mentionné vouloir plonger avant de rentrer. Non, il n'avait pas de conflit. Leur relation était excellente. Oui, le projet du port connaissait des difficultés, mais elle venait d'être résolue justement ce jour-là. Laurent n'avait aucune raison d'être stressé ou déprimé. Au contraire, il venait d'apprendre une bonne nouvelle concernant Céline. Antoine semble sincèrement bouleversé par la disparition de son ami et collègue. L'inspecteur enquête également sur les finances de Laurent. Il découvre un compte bancaire sain, sans dette particulière, des économies modestes mais régulières. Rien n'indique des problèmes financiers qui auraient pu pousser à une fuite. Il interroge les parents de Céline, des amis du couple, des collègues de Laurent. Tous dressent le portrait d'un homme équilibré, amoureux de sa femme, passionné par son travail. Personne ne comprend ce qui a pu se passer. Une théorie commence à s'imposer dans l'esprit de Dumas, l'accident de plongée. Laurent, peut-être surexcité par les bonnes nouvelles de la journée, aurait décidé exceptionnellement de plonger seul pour célébrer ces moments positifs. Une défaillance technique, détendeur défectueux, problème avec les bouteilles aurait pu causer un accident. Son corps aurait été emporté par les courants marins, ce qui expliquerait pourquoi les recherches n'ont rien donné. La Méditerranée garde parfois ses secrets. Des plongeurs expérimentés ont déjà disparu dans des circonstances similaires, leur corps jamais retrouvé. Mais cette théorie laisse Céline insatisfaite. Elle connaît Laurent, sa rigueur, son respect absolu des règles de sécurité. Jamais il n'aurait plongé seul, même dans un moment de joie. Et pourquoi cette plage spécifiquement? Ce n'était pas un de ses sites habituels. Elle commence à formuler d'autres hypothèses, plus sombres. Et si quelqu'un avait fait du mal à Laurent? Et si cette disparition cachait quelque chose de plus sinistre? Les mois qui suivent transforment Céline en une autre personne. La femme joyeuse et extravertie s'efface progressivement, remplacée par une version silencieuse, obsédée par la recherche de réponses. En septembre 1982, quand la rentrée scolaire arrive, elle retourne enseigner au lycée, mais ses collègues remarquent le changement radical. Elle fait son travail mécaniquement, sans la passion qui la caractérisait. Pendant les pauses, elle reste seule, évitant les conversations, plongée dans ses pensées. L'appartement de la rue Trachel devient un sanctuaire figé dans le temps. Céline ne touche à rien des affaires de Laurent. Ses vêtements restent dans l'armoire, ses plans d'ingénieur sur le bureau de l'alcôve, ses livres techniques sur l'étagère. Elle dort désormais sur le canapé du salon, incapable de retourner dans leur chambre. Sa mère, Marguerite, vient 2 fois par semaine pour s'assurer qu'elle mange, qu'elle prend soin d'elle. Mais Céline maigrit, des cernes permanents creusent son visage. Sophie Mercier, la mère de Laurent, adopte une approche différente face au chagrin. Elle refuse de croire que son fils est mort sans preuve concrète. Elle contacte des médiums, des voyants, des magnétiseurs, cherchant désespérément un signe, une indication.
Elle consulte même un détective privé pendant quelques mois, un ancien policier marseillais qui promet de reprendre l'enquête de zéro. Mais après avoir dépensé ses maigres économies sans résultat, elle doit abandonner. Sa santé se détériore rapidement. En 1984, 2 ans après la disparition, elle fait un premier infarctus. Les médecins attribuent cet accident cardiaque au stress chronique et au chagrin. L'enquête officielle, elle, s'enlise progressivement. En l'absence de corps, de preuves formelles, le dossier ne peut être ni clos, ni véritablement progressé. Laurent Mercier rejoint la liste des personnes disparues, un statut juridique complexe qui laisse les familles dans un vide administratif et émotionnel insoutenable. Céline ne peut pas hériter, ne peut pas se remarier légalement, ne peut pas tourner la page officiellement. Elle existe dans un entre-deux douloureux. Antoine Lavigne continue de travailler sur le chantier du port jusqu'à son achèvement en 1984. Après la disparition de Laurent, il a demandé un transfert, souhaitant quitter Nice et les souvenirs associés à son ami. Mais la direction refuse, arguant qu'il est indispensable pour finaliser le projet. Il termine donc les 2 années restantes, accomplissant son travail avec professionnalisme, mais sans l'enthousiasme d'avant. Ses collègues notent qu'il boit davantage, qu'il est devenu taciturne. En janvier 1985, dès la fin du chantier, il quitte Nice pour accepter un poste à Marseille. Il envoie une lettre à Céline avant son départ, une lettre pleine de condoléances sincères et d'incompréhension face à ce qui s'est passé. Il promet de rester disponible si jamais de nouvelles informations émergent. Les années passent, avec une lenteur cruelle. 1986, 1987, 1988. Céline continue d'enseigner, sa routine immuable devenant une forme de survie. Elle refuse toutes les invitations, décline poliment les tentatives de ses amis de la faire sortir, de lui présenter quelqu'un. Son père, André, essaie à plusieurs reprises de la convaincre de consulter un psychologue, mais elle refuse obstinément. Elle a l'impression que parler, c'est trahir Laurent, c'est accepter qu'il ne reviendra pas. En 1989, un événement ravive brièvement l'espoir. Un corps est retrouvé au large de Villefranche-sur-Mer par des pêcheurs. Trop décomposé pour être identifié visuellement, il correspond approximativement à la morphologie de Laurent. Céline est contactée pour des analyses ADN. Elle vit 2 semaines d'angoisse atroce, partagée entre l'espoir morbide que ce soit Laurent, au moins elle aurait des réponses, et la terreur de cette confirmation. Les résultats tombent. Ce n'est pas lui. Le corps est identifié comme celui d'un touriste allemand disparu 6 mois plus tôt lors d'un accident de bateau. Céline s'effondre à nouveau, réalisant qu'une partie d'elle avait espéré cette terrible certitude pour enfin pouvoir faire son deuil. Les années 90 apportent de nouveaux changements. En 1992, 10 ans après la disparition, Céline doit officiellement faire une demande judiciaire pour déclarer Laurent absent. Cette procédure légale, nécessaire pour régler certains aspects administratifs, est un nouveau déchirement. Le juge accorde l'absence présumée, permettant à Céline de gérer les quelques biens communs du couple, de vendre la Peugeot 304, qui dormait dans un garage depuis des années. Mais cette reconnaissance officielle de l'absence ne soulage rien. Sophie Mercier s'éteint en février 1998 à 71 ans, sans jamais avoir su ce qui était arrivé à son fils unique. Son dernier mot, sur son lit d'hôpital à Cagnes-sur-Mer, a été le prénom de Laurent. Céline assiste aux funérailles dans un état second. Elle réalise qu'elle est maintenant seule avec ce mystère. La dernière a vraiment cherché des réponses. Cette prise de conscience la plonge dans une dépression profonde qui durera plusieurs mois. L'inspecteur Marc Dumas prend sa retraite en 2001 après 35 ans de service dans la police. Le dossier Laurent Mercier fait partie de ceux qu'il n'a jamais pu résoudre. Une frustration qui le hante. Il garde une copie du dossier chez lui, parfois il le ressort, le relit, cherche un détail qui lui aurait échappé. Mais les années ont effacé des traces, des témoins ont déménagé ou sont décédés, les pistes se sont toutes révélées infructueuses.
Lors de son pot de départ, ses collègues lui demandent quel est le cas qui l'a le plus marqué. Il répond sans hésiter, Laurent Mercier. Cette disparition sans explication, sans corps, sans vérité. En 2002, 20 ans après la disparition, Céline a 45 ans. Elle enseigne toujours au même lycée, habite toujours le même appartement rue Trachel. Son apparence physique a changé. Ses cheveux bruns sont striés de mèches grises qu'elle ne teint pas. Son visage porte les marques de 2 décennies de chagrin. Elle a abandonné tout espoir de retrouver Laurent vivant. Mais elle refuse toujours d'accepter qu'elle ne saura jamais la vérité. Cette recherche obsessionnelle de réponse est devenue sa raison d'exister, le fil qui la maintient en vie. Ses parents, André et Marguerite, maintenant âgés de 78 et 76 ans, ont fermé leur librairie en 2000. Ils vivent retirés dans un appartement plus petit, s'inquiétant constamment pour leur fille. Ils ont accepté depuis longtemps que Céline ne tournera jamais vraiment la page, que cette blessure restera ouverte. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est être présent, l'inviter à déjeuner le dimanche, maintenir un semblant de vie familiale normale. Dans la communauté niçoise, le nom de Laurent Mercier s'est progressivement effacé des mémoires. Les gens qui ont connu le couple ont vieilli. Certains sont partis, d'autres sont décédés. Les nouveaux habitants ne savent rien de cette histoire. Même sur le port, complètement transformé par le projet d'extension achevé il y a près de 20 ans, personne ne se souvient de l'ingénieur disparu en juin 1982. La vie a continué. Le temps a fait son œuvre d'oubli collectif. Seule Céline porte encore ce poids, cette absence qui ne se comble pas. Le mercredi 9 avril 2003, à 8 heures du matin, une équipe de démolition arrive sur un site industriel désaffecté, situé près de l'ancien port de Nice, dans un quartier qui a connu de profondes transformations urbaines. Le bâtiment en question est un ancien entrepôt de stockage maritime construit dans les années 50, abandonné depuis le milieu des années 90, quand les activités portuaires se sont déplacées vers des infrastructures plus modernes. La structure en béton gris rongée par le sel marin et le temps est devenue une verrue urbaine. La municipalité a décidé de raser le bâtiment pour créer un espace vert public. Le chef de chantier, Roland Mattei, 52 ans, vérifie une dernière fois que le périmètre de sécurité est bien établi. Son équipe compte 8 ouvriers spécialisés dans la démolition contrôlée. Il commence par sécuriser l'accès au sous-sol de l'entrepôt qui n'ont pas été inspectés depuis des années. Ces caves servaient autrefois à stocker des pièces de rechange pour les bateaux, des cordages, des équipements divers. Selon les plans municipaux, il y a 3 niveaux souterrains. Vers 10h30, 2 ouvriers, Samir Benali et Giuseppe Ferri, descendent au 2e sous-sol pour vérifier l'état des fondations. Ils progressent avec des lampes torches puissantes car l'électricité a été coupée depuis longtemps. L'atmosphère est humide, l'air confiné sent le moisi et le sel. Des flaques d'eau stagnantes couvrent le sol en certains endroits. Les murs suintent d'humidité. Au fond de cette cave, ils découvrent une section partiellement effondrée, probablement due à des infiltrations d'eau au fil des décennies. C'est en explorant cette zone effondrée que Giuseppe remarque quelque chose qui brille faiblement dans les gravats. Il s'approche, écarte des morceaux de béton, des briques. Sa main se referme sur un objet métallique froid. Il le sort délicatement, secoue la poussière. C'est une montre de plongée au bracelet en caoutchouc noir durci par le temps. Le boîtier en acier est oxydé, couvert d'une patine verdâtre, mais la forme est encore reconnaissable. Giuseppe appelle Samir. Les 2 hommes examinent l'objet à la lumière de leurs torches. Sur le fond du boîtier, malgré l'oxydation, une gravure est encore partiellement lisible. Giuseppe frotte avec son pouce, essayant de déchiffrer. Il distingue des lettres. Pour Laurent, avec tout mon amour. C. 24 octobre 1981. La date est claire. Le reste est plus difficile à lire, mais suffisamment visible pour comprendre qu'il s'agit d'une inscription personnelle. Probablement un cadeau. Les 2 hommes échangent un regard perplexe. Comment une montre avec une telle gravure
Se retrouve-t-elle dans ce sous-sol abandonné? Giuseppe remonte immédiatement voir Roland Mattei et lui montre la trouvaille. Le chef de chantier, homme expérimenté, comprend instantanément que cet objet pourrait être lié à quelque chose de sérieux. Il décide de suspendre temporairement les travaux et de contacter la police. À 11h15, un appel est passé au commissariat central de Nice. L'agent qui prend l'appel note les détails et transmet l'information à sa hiérarchie. À 13h, 2 policiers en uniforme arrivent sur le chantier. Ils inspectent le sous-sol, photographient l'endroit exact où la montre a été trouvée, récupèrent l'objet qui est placé dans un sac à indices. Les policiers demandent à Roland Mattei de ne pas toucher à cette section du sous-sol jusqu'à nouvel ordre. Ils repartent avec la montre pour faire des vérifications. Au commissariat, la montre est examinée plus attentivement. La gravure, nettoyée délicatement, devient plus lisible. Pour Laurent, avec tout mon amour, c'est 24 octobre 1981. Un policier plus âgé, qui travaille là depuis les années 80, a un éclair de mémoire. Laurent, disparition, année 80. Il consulte les archives, cherche dans les dossiers de personnes disparues. Il finit par trouver Laurent Mercier, disparu le 24 juin 1982. Le dossier mentionne qu'il portait une montre de plongée, cadeau de mariage de sa femme. La date de mariage correspond, 24 octobre 1981. La coïncidence est trop forte pour être ignorée. Le dossier indique que l'épouse, Céline Mercier, vit toujours à Nice. À 16h, un inspecteur de la brigade criminelle, Stéphane Rossi, est chargé de rouvrir le dossier et de contacter Madame Mercier. Rossi, 42 ans, n'était qu'un jeune policier en formation en 1982. Il ne se souvient pas de cette affaire, mais en lisant le dossier, il comprend qu'il s'agit d'un cas complexe, jamais résolu, qui a hanté ses prédécesseurs. Le lendemain matin, jeudi 10 avril 2003, l'inspecteur Rossi se présente au lycée où enseigne Céline. Il demande à lui parler en privé. Céline, surprise de voir un policier après 21 ans, sent son cœur s'accélérer. Dans le bureau du directeur, prêté pour l'occasion, Rossi lui explique la situation avec prudence. Une montre de plongée a été retrouvée lors de travaux de démolition. La gravure correspond exactement à celle de la montre offerte à son mari. Il sort de son sac une photo de l'objet. Céline blêmit en reconnaissant immédiatement la Yema Superman qu'elle avait choisie avec tant de soin 22 ans plus tôt. Ses mains tremblent quand elle prend la photo. Des larmes roulent sur ses joues. Pendant 2 décennies, elle a espéré un signe, n'importe quoi. Et voilà que cette montre réapparaît dans un lieu qui n'a aucun sens. Pourquoi cet entrepôt? Laurent ne travaillait pas là-bas, n'avait aucune raison de s'y rendre. Elle pose immédiatement la question à Rossi. L'inspecteur admet qu'il n'a pas encore de réponse, mais que cette découverte justifie de rouvrir officiellement l'enquête. Dans les jours qui suivent, l'inspecteur Rossi lance une nouvelle investigation méthodique. Il commence par étudier en détail l'ancien dossier de Marc Dumas. Il lit chaque rapport, chaque témoignage, chaque note. Il contacte Dumas, maintenant retraité, qui accepte immédiatement de le rencontrer. Les 2 hommes passent une après-midi entière dans un café du Vieux-Nice. Dumas partageant ses souvenirs, ses impressions, ses frustrations concernant cette affaire non résolue. Rossi retourne ensuite sur le site de démolition avec une équipe technique. L'entrepôt date de 1953, construit pour servir de stockage aux activités portuaires d'après-guerre. Il a été utilisé intensivement jusque dans les années 80, puis progressivement abandonné quand le port s'est modernisé et que les besoins de stockage ont changé. Le bâtiment appartenait à une société de gestion portuaire qui a fait faillite en 1996. Depuis, il est resté à l'abandon, propriété de la ville suite à des procédures judiciaires complexes. Le sous-sol où la montre a été trouvée est un labyrinthe de pièces sombres et humides. Rossi fait installer un éclairage temporaire pour permettre une fouille minutieuse. Son équipe passe au peigne fin chaque recoin, cherchant d'autres indices. Il trouve des débris divers, vieux outils rouillés, morceaux de cordage pourris, tessons de bouteilles, emballages décomposés.
mais rien qui semble directement lié à Laurent Mercier. La question reste entière. Comment sa montre a-t-elle atterri ici? Rossi reconstitue ce qui était connu de l'entrepôt en juin 1982. À cette époque, le bâtiment était encore en activité, bien que moins utilisé qu'auparavant. Une société de logistique maritime y entreposait du matériel non urgent. L'accès était relativement peu surveillé. Pas de gardien permanent, juste un contremaître qui passait vérifier de temps en temps. Le soir et les week-ends, le bâtiment était fermé mais pas réellement sécurisé. Quelqu'un qui connaissait les lieux aurait pu y entrer sans difficulté. L'inspecteur cherche à retrouver des personnes qui travaillaient là-bas en 1982. C'est un travail de fourmi. La société de logistique a fermé il y a 15 ans. Les registres du personnel sont archivés dans les sous-sols de la mairie. Rossi les épluche, note des noms, cherche des adresses actuelles. Beaucoup d'employés sont décédés, d'autres ont déménagé loin de Nice. Il en retrouve 3 qui vivent encore dans la région. Le premier, Lucien Garnier, 72 ans, ancien contremaître, se souvient vaguement du bâtiment mais ne peut fournir aucune information utile sur juin 1982. Le deuxième, René Colombani, 68 ans, ancien manutentionnaire, a des problèmes de mémoire importants et ne peut aider. Le troisième, Jacques Zarnoux, 65 ans, ancien responsable logistique, se rappelle mieux de cette période. Il confirme que l'entrepôt était peu surveillé, que des ouvriers du port voisin venaient parfois y stocker du matériel personnel pendant leur chantier. Mais il ne se souvient d'aucun incident particulier en juin 1982. Rossi explore une autre piste. Les archives du chantier d'extension du port. Il se rend au service technique de la mairie où sont conservés les dossiers des grands travaux publics. Il retrouve les documents du projet de 1980 à 1984. Des dizaines de classeurs poussiéreux contenant plans, rapports d'avancement, listes de personnel, comptes rendus de réunions. Il passe des jours à les consulter, cherchant un lien, une connexion entre le chantier et l'entrepôt. Il découvre un détail intéressant. Le chantier d'extension utilisait occasionnellement l'entrepôt désaffecté pour stocker temporairement du matériel de plongée et de travaux sous-marins. Un accord informel existait entre la direction du chantier et la société de logistique. Cela explique pourquoi des équipements maritimes pouvaient se trouver dans cet endroit. Mais cela n'explique toujours pas la présence de la montre de Laurent. Rossi décide de reconstituer précisément l'emploi du temps de Laurent le 24 juin 1982. Il relie tous les témoignages, établit une chronologie détaillée. Laurent quitte le chantier à 17h35. Sa voiture est trouvée à 20h45 près de la promenade des Anglais. Entre ces deux moments, il y a un trou de 3h10. Un témoin l'a vu vers 18h avec son équipement de plongée près de la plage. Mais que s'est-il passé avant? Où était-il entre 17h35 et 18h? L'inspecteur contacte Céline pour un entretien plus approfondi. Ils se rencontrent au commissariat, dans une salle d'interrogatoire transformée en bureau confortable pour l'occasion. Céline a apporté des photos de Laurent, des documents personnels. Elle veut aider de toutes ses forces. Rossi lui pose des questions sur les habitudes de Laurent, ses amis, ses collègues. Elle mentionne Antoine Lavigne, le superviseur et ami proche qui a été le dernier à voir Laurent. Rossi note le nom. Il vérifie dans le dossier. Antoine Lavigne a été interrogé en 1982. Son témoignage est dans le rapport. Mais 21 ans plus tard, avec cette nouvelle découverte, peut-être se souviendra-t-il de détails supplémentaires. Rossi fait des recherches pour le localiser. Il découvre qu'Antoine Lavigne vit maintenant à Marseille, où il travaille comme consultant en génie civil pour une grande entreprise. Il a 53 ans, marié depuis 15 ans, 2 enfants. Le lundi 14 avril 2003, Rossi se rend à Marseille pour rencontrer Antoine. L'entrevue a lieu dans un café près du Vieux-Port. Antoine arrive à l'heure précise, élégamment vêtu d'un costume sombre, une mallette à la main. Rossi remarque immédiatement que cet homme a réussi professionnellement, qu'il dégage une assurance tranquille. Mais quand l'inspecteur mentionne Laurent Mercier, quelque chose change subtilement dans l'expression d'Antoine. Ses épaules se crispent légèrement, son regard se voile.
Antoine écoute Rossi lui expliquer la découverte de la montre. Il semble sincèrement choqué par cette nouvelle. Après 21 ans, cette affaire qu'il croyait enfouie dans le passé ressurgit brutalement. Il répète essentiellement ce qu'il avait déclaré en 1982. Laurent était de bonne humeur ce jour-là. Ils avaient discuté près du portail du chantier. Laurent avait mentionné vouloir plonger. Non, il ne se souvient d'aucun détail supplémentaire. Oui, cela l'avait profondément affecté à l'époque. Il avait même demandé un transfert pour quitter Nice après la fin du chantier. Rossi observe attentivement Antoine pendant qu'il parle. L'inspecteur a appris au fil des années à détecter les micro-expressions, les hésitations infimes qui trahissent un malaise. Et là, il perçoit quelque chose. Rien de flagrant, mais une tension subtile dans la voix d'Antoine quand il parle de ce dernier jour. Rossi décide de pousser un peu plus loin. Il demande « Monsieur Lavigne, connaissez-vous l'entrepôt de stockage maritime qui se trouvait à 200 mètres du chantier ?» Antoine hésite une fraction de seconde avant de répondre « Oui, vaguement. On y stockait parfois du matériel. » Cette hésitation n'échappe pas à Rossi. Il continue. « Avez-vous une idée de comment la montre de Laurent aurait pu se retrouver dans le sous-sol de cet entrepôt ?» Antoine secoue la tête, dit qu'il n'en a aucune idée, mais ses mains, posées sur la table, se crispent légèrement. Rossi note mentalement ce détail. Il ne peut pas accuser Antoine sans preuve, mais son instinct lui dit que cet homme sait quelque chose qu'il ne dit pas. L'entretien se termine sans révélation majeure. Antoine donne à Rossi ses coordonnées actuelles, se dit disponible pour toute question supplémentaire. Mais en le regardant partir, Rossi a la conviction que la clé du mystère se trouve quelque part dans ce que Antoine Lavigne garde pour lui. De retour à Nice, Rossi continue de creuser. Il interroge d'autres anciens collègues du chantier. La plupart ont des souvenirs flous de Laurent. Quelques-uns se rappellent vaguement de sa disparition. L'un d'eux, Marc Deschamps, maintenant retraité à Antibes, évoque un détail qu'il avait oublié. Le vendredi 24 juin au soir, vers 19 h, il était retourné sur le chantier pour récupérer des documents oubliés dans le bureau préfabriqué. Il avait remarqué de la lumière dans l'entrepôt voisin, ce qui était inhabituel à cette heure. Mais il n'y avait pas prêté attention sur le moment, pensant que des employés de la société de logistique travaillaient tard. Cette information électrise Rossi. De la lumière dans l'entrepôt à 19 h le soir de la disparition. Laurent aurait-il pu s'y rendre pour une raison quelconque? Mais pourquoi? Et comment sa montre s'est-elle retrouvée dans le sous-sol? Rossi se rend compte qu'il doit reconstituer plus précisément ce qui se passait dans cet entrepôt ce jour-là. Il retourne voir Jacques Zarnoux, l'ancien responsable logistique. Cette fois, il pose des questions plus spécifiques. Y avait-il des livraisons ou des activités prévues dans l'entrepôt le vendredi 24 juin 1982? Arnoux consulte de vieux agendas qu'il a conservés chez lui, une habitude de vieux gestionnaire méticuleux. Il finit par trouver « Non, rien de prévu ce jour-là, mais attendez, j'ai une note ici. Stockage matériel chantier-port, accord verbal avec monsieur Lavigne, superviseur. » C'était une pratique courante. Les gars du chantier utilisaient parfois nos caves pour entreposer des équipements sensibles, à l'abri de l'humidité marine. Le nom de Lavigne apparaît à nouveau. Rossi sent que le puzzle commence à prendre forme, mais il manque encore des pièces cruciales. Il retourne à Marseille le jeudi 17 avril. Cette fois, sans prévenir Antoine. Il se présente directement à son bureau. Antoine est surpris de le voir, visiblement mal à l'aise. Rossi est direct. « Monsieur Lavigne, nous avons découvert que vous aviez un accord avec l'entrepôt pour y stocker du matériel du chantier. Laurent Mercier utilisait-il cet entrepôt ?» Antoine pâlit légèrement. Il bégaye une réponse. « Oui, enfin, peut-être. Plusieurs ingénieurs y allaient de temps en temps. Je ne me souviens pas spécifiquement de Laurent. » Rossi insiste. Un témoin a vu de la lumière dans l'entrepôt le soir de la disparition vers 19 h. Étiez-vous là-bas ce soir-là? Antoine se raidit, puis après un long silence, il murmure. Je pense que j'ai besoin de parler à un avocat. Cette réaction confirme les soupçons de Rossi. Mais légalement, il ne peut pas forcer Antoine à parler sans charge formelle. Il doit trouver d'autres preuves.
Il retourne à Nice, frustré, mais déterminé. Il fait analyser la montre par des experts forensiques. Malgré les années passées dans l'humidité du sous-sol, des traces microscopiques sont encore détectables. Les analyses révèlent la présence de particules de béton frais sur le bracelet, un type de béton spécifique utilisé dans les constructions maritimes des années 80. Rossi fait le lien. Le chantier du port utilisait exactement ce type de béton en juin 1982. Laurent portait sa montre quand il a été en contact avec ce béton. Cela suggère qu'il était sur le chantier ou dans un lieu lié au chantier au moment où quelque chose s'est produit. L'entrepôt, utilisé pour stocker du matériel du chantier, devient le lieu probable. L'inspecteur obtient un mandat pour fouiller plus profondément le sous-sol de l'entrepôt avant sa démolition complète. Une équipe spécialisée avec des chiens détecteurs et du matériel de détection est déployée. Pendant 2 jours, ils sondent chaque centimètre du sol, des murs, cherchant des cavités, des zones suspectes. Le samedi 19 avril, un chien signale une zone spécifique dans un recoin du 2e sous-sol, à environ 5 mètres de l'endroit où la montre a été trouvée. L'équipe commence à creuser délicatement. À 70 cm de profondeur, dans un sol composé de gravats et de terre compactée, ils trouvent quelque chose. Des os, des restes humains. Le médecin légiste présent confirme rapidement qu'il s'agit d'ossements humains, probablement enterrés depuis de nombreuses années. L'excavation continue avec une extrême précaution. Un squelette presque complet est progressivement mis au jour. Céline est informée le soir même. Rossi lui explique au téléphone la découverte avec toute la délicatesse possible. Elle s'effondre. Après 21 ans d'attente, d'espoir irrationnel, la terrible vérité se confirme. Laurent est mort. Il n'est jamais parti, jamais disparu en mer. Il était là, à quelques centaines de mètres du chantier où il travaillait, enterré dans un sous-sol oublié. Les analyses ADN sont lancées en urgence. Il faut comparer l'ADN des ossements avec celui de Céline ou de proches de Laurent. Sophie Mercier, la mère, est décédée, mais ses effets personnels contiennent des échantillons exploitables. Le dimanche 20 avril, les techniciens travaillent sans interruption. Le lundi 21 avril, les résultats tombent. Correspondance positive. C'est bien Laurent Mercier. L'autopsie médico-légale des ossements révèle des informations cruciales. Le crâne présente une fracture importante à l'arrière, compatible avec un coup violent ou une chute. Plusieurs côtes sont également fracturées. Le médecin légiste, Dr Hélène Morin, estime que ces blessures ont été causées péri-mortem, c'est-à-dire au moment ou juste avant la mort. La cause probable du décès, traumatisme crânien massif. Ces découvertes transforment l'affaire. Ce n'est plus une disparition inexpliquée, c'est potentiellement un homicide. Rossi convoque à nouveau Antoine Lavigne, cette fois officiellement au commissariat de Nice, dans le cadre d'une enquête criminelle. Antoine arrive le mercredi 23 avril, accompagné de son avocat, maître Sophie Blanchard, une pénaliste réputée de Marseille. L'interrogatoire se déroule dans une salle d'audition, enregistrée selon les procédures légales. Rossi expose les faits. Le corps de Laurent retrouvé dans l'entrepôt, les traces de béton sur la montre, le lien avec le chantier, les témoignages de lumière dans l'entrepôt le soir de la disparition. Il regarde Antoine droit dans les yeux et demande « Que s'est-il passé le 24 juin 1982 dans cet entrepôt ?» Le silence qui suit est insoutenable. Antoine fixe la table, ses mains tremblent légèrement. Son avocat lui murmure quelque chose à l'oreille. Puis, après ce qui semble une éternité, Antoine lève les yeux vers Rossi. Son visage est ravagé par l'émotion, 21 ans de secret sur le point de s'effondrer. Il prend une profonde inspiration et dit d'une voix brisée « Je vais vous dire la vérité, toute la vérité. J'ai porté ce poids pendant plus de 2 décennies. Il est temps que tout le monde sache. » Antoine demande un verre d'eau. L'inspecteur Rossi lui en apporte un. Antoine boit lentement, rassemble ses pensées, puis commence son récit. Sa voix est basse, chargée d'émotions contenues pendant 21 ans. Ce vendredi 24 juin, comme je vous l'ai dit, j'ai vu Laurent quitter le chantier vers 17h35. Mais ce que je ne vous ai jamais dit,
c'est que je lui avais demandé de me retrouver à l'entrepôt 1 heure plus tard, vers 18h30. Nous avions un problème technique sérieux sur le chantier, quelque chose que je n'avais pas révélé à la direction. Les forages de la journée avaient bien fonctionné, c'est vrai, mais en analysant les données dans l'après-midi, j'avais découvert une anomalie dans les mesures de résistance du sol. Une anomalie qui signifiait que nos calculs étaient peut-être erronés, que toute la structure des nouveaux quais pourrait être compromise. Antoine s'arrête, ses mains serrent le verre d'eau. Son avocat lui touche l'épaule, lui rappelle qu'il peut s'arrêter à tout moment. Mais Antoine secoue la tête et continue. J'étais paniqué. Si cette anomalie était confirmée, cela signifiait des mois de retard, des millions de francs de surcoût, probablement la fin de ma carrière. J'avais supervisé ces calculs, j'avais validé les paramètres. La responsabilité était mienne. Laurent était le seul ingénieur en qui j'avais totalement confiance. Le seul capable de vérifier mes analyses sans alerter immédiatement la direction. Je lui avais téléphoné vers 17h15 avant qu'il ne quitte le chantier pour lui demander ce service. Nous devions nous retrouver à l'entrepôt où j'avais entreposé tous les rapports géologiques détaillés, loin du bureau de chantier où d'autres auraient pu nous voir travailler un vendredi soir et poser des questions. Rossi écoute sans interrompre, laissant Antoine déverser ce récit longtemps retenu. Je suis arrivé à l'entrepôt vers 18h15. J'avais les clés, l'accès était facile. Je suis descendu au 2e sous-sol où nous avions installé une table de travail improvisée pour étudier les plans quand nous avions besoin de discrétion. J'ai allumé les lampes portatives, étalé tous les documents. Laurent est arrivé vers 18h45. Il portait encore ses vêtements de ville, mais il m'a dit qu'il avait laissé sa voiture près de la promenade avec son équipement de plongée, qu'il irait plonger après notre réunion pour décompresser. Il faisait beau, il était de bonne humeur malgré la gravité de ce que je lui demandais de vérifier. Antoine s'interrompt, les larmes lui montent aux yeux. Il respire profondément avant de poursuivre. Nous avons travaillé pendant presque 1 heure. Laurent a épluché tous les rapports, refait certains calculs. Et il est arrivé à la même conclusion que moi. Il y avait effectivement un problème. Pas catastrophique, mais suffisamment sérieux pour nécessiter des modifications dans le design des fondations. Il m'a dit qu'il fallait en informer la direction dès le lundi suivant, qu'on ne pouvait pas continuer sans corriger cette erreur. J'étais d'accord avec lui sur le principe, mais j'étais terrifié des conséquences pour ma carrière. La voix d'Antoine se brise légèrement. Nous avons eu une discussion, puis une dispute. Laurent insistait pour tout révéler immédiatement. Moi, je voulais d'abord trouver une solution technique qui minimiserait l'impact, qui me permettrait de présenter le problème avec sa résolution déjà prête. Laurent refusait, il disait que c'était une question de sécurité, qu'on ne pouvait pas prendre de risques. La tension montait entre nous, j'étais épuisé, stressé, je sentais ma vie professionnelle s'effondrer. Laurent était inflexible, fidèle à ses principes. Il a fini par dire qu'avec ou sans moi, il en parlerait au directeur du projet lundi matin. Antoine pose le verre d'eau, se prend la tête entre les mains. Il était presque 20 heures. Laurent a commencé à rassembler les documents pour partir. Il s'est dirigé vers l'escalier du sous-sol. J'étais resté près de la table, complètement désemparé. Je me souviens avoir regardé autour de moi, et j'ai vu un sac de ciment posé là, un reste d'un petit travail de réparation fait quelques jours avant. Et j'ai eu cette pensée horrible, cette impulsion que je n'ai pas su contrôler. Si Laurent n'était pas là pour parler, j'aurais le week-end pour trouver une solution, pour sauver ma carrière. Le silence dans la salle d'interrogatoire est total. Même l'avocat d'Antoine semble pétrifié. J'ai attrapé le sac de ciment. Il devait peser 25 kilos. Laurent était dans l'escalier dos à moi, concentré sur les marches dans la pénombre. Je me suis approché sans réfléchir et je l'ai frappé, à l'arrière de la tête, de toutes mes forces. Des larmes coulent maintenant librement sur le visage d'Antoine. Il est tombé. Il a dévalé les dernières marches, s'est effondré au pied de l'escalier. J'ai descendu les marches en courant. Je me suis agenouillé près de lui. Il y avait du sang, beaucoup de sang. J'ai essayé de le ranimer, j'ai vérifié son pouls. Rien. Son cœur ne battait plus. Laurent était mort.
Mon ami, mon collègue, était mort à cause de moi, à cause d'un instant de folie, de panique, d'égoïsme pur. Antoine sanglote maintenant, 21 ans de culpabilité refoulée jaillissant enfin. J'ai paniqué complètement, je ne savais pas quoi faire. Appeler la police? Avouer? Ma carrière serait détruite, je finirais en prison. Et Laurent? Laurent était déjà mort. Rien ne pouvait le ramener. Dans ma tête affolée, j'ai pensé que si je faisais disparaître le corps, si je mettais en scène un accident de plongée, peut-être que je pourrais m'en sortir. Il respire avec difficulté avant de continuer. J'ai remarqué que sa montre s'était détachée pendant la chute. Elle était tombée à quelques mètres de lui. Dans mon état de panique, je ne l'ai pas ramassée. Je me suis concentré sur le corps. J'ai passé la nuit entière dans ce sous-sol. J'ai creusé avec des outils trouvés dans l'entrepôt. Le sol était composé de gravats et de terre, relativement meuble. À 4 heures du matin, j'avais creusé une fosse d'environ 1 mètre de profondeur. J'y ai placé le corps de Laurent. J'ai tout recouvert, tassé la terre, dispersé des débris par-dessus pour que rien ne paraisse suspect. Antoine lève les yeux vers Rossi. Ensuite, je suis allé chercher sa voiture près de la promenade. J'ai laissé les clés sur le contact, ouvert le coffre pour montrer que l'équipement de plongée manquait. Je voulais créer l'illusion qu'il était parti plonger et avait disparu en mer. Je suis rentré chez moi à pied, j'ai pris une douche, j'ai brûlé mes vêtements tachés de sang et de terre. Et le lendemain matin, quand la police m'a contacté pour me dire que Laurent avait disparu, j'ai joué la surprise, l'inquiétude, le chagrin. Ce qui était facile, parce que j'étais réellement dévasté par ce que j'avais fait. L'inspecteur Rossi laisse le silence s'installer après ses aveux. Antoine Lavigne vient de confesser un homicide commis 21 ans plus tôt, un secret qu'il a porté seul pendant toutes ces années. Maître Blanchard, son avocate, prend des notes frénétiquement, comprenant que son client vient de se condamner lui-même. Rossi pose une question. Pourquoi avoir gardé ce secret si longtemps? Pourquoi ne jamais avoir dit la vérité, même anonymement? Antoine le regarde avec des yeux rougis. Au début, c'était la peur. Peur de la prison, peur de perdre tout ce que j'avais. Puis, avec le temps, c'est devenu impossible. Comment avouer après 1 an, 5 ans, 10 ans? Comment expliquer ce silence? Et surtout, comment regarder Céline en face et lui dire que j'ai tué son mari, mon ami, pour sauver ma carrière? J'ai vécu dans un enfer personnel. Chaque jour, chaque nuit, je pensais à Laurent, à ce que j'avais fait. Je me suis marié, j'ai eu des enfants, j'ai construit une vie, mais cette vie était bâtie sur un mensonge, sur un crime. Quand vous êtes venu me voir, avec cette montre retrouvée, j'ai su que c'était fini, que la vérité allait enfin éclater. Rossi demande. Le problème technique sur le chantier, qu'en est-il advenu? Antoine répond avec amertume. Le lundi suivant, terrifié que quelqu'un d'autre découvre l'anomalie, j'ai discrètement refait tous les calculs. J'ai trouvé une solution technique simple qui corrigeait le problème sans retarder le projet. J'ai présenté cette amélioration comme une optimisation préventive. Elle a été acceptée, mise en œuvre. Le chantier s'est terminé sans incident. Les quais construits en 1982 sont toujours debout aujourd'hui, parfaitement sûrs. Laurent est mort pour rien. J'ai tué mon ami pour protéger ma carrière d'un problème que j'ai résolu seul en 48 heures. Cette dernière révélation est peut-être la plus cruelle. Laurent Mercier est mort pour une erreur technique qui n'a finalement eu aucune conséquence réelle. Antoine Lavigne est placé en garde à vue immédiatement. Les charges retenues contre lui sont lourdes. Homicide volontaire, dissimulation de cadavres, entrave à la justice. Son avocat plaide que 21 ans se sont écoulés, que son client a mené une vie exemplaire depuis, qu'il a avoué spontanément. Mais la loi est claire, et le procureur de la République décide de poursuivre avec la plus grande fermeté. Céline est informée des aveux le soir même du 23 avril 2003. Rossi se déplace personnellement à son appartement de la rue Trachel pour lui expliquer ce qui s'est passé. Elle écoute en silence, les yeux secs maintenant, comme si elle avait épuisé toutes ses larmes au cours de ses 21 ans. Quand Rossi termine son récit, elle reste immobile pendant de longues minutes. Puis elle murmure « Tout ce temps, j'ai cherché des réponses dans la mer.
dans des scénarios complexes, dans des théories élaborées. Et c'était juste un instant de lâcheté, une décision prise en quelques secondes par quelqu'un en qui Laurent avait confiance. C'est d'une banalité insupportable. Dans les jours qui suivent, l'affaire fait la une des journaux locaux, puis nationaux. La disparition mystérieuse de Laurent Mercier en 1982, enfin résolue après plus de 2 décennies, grâce à une montre gravée retrouvée par hasard. Les médias s'emparent de l'histoire, analysent chaque détail, interviewent des experts en psychologie criminelle sur les mécanismes du secret et de la culpabilité. Le procès d'Antoine Lavigne se tient en novembre 2003 au tribunal de Nice. Céline y assiste chaque jour, assise au premier rang, observant l'homme qui a détruit sa vie. Antoine plaide coupable, refuse toute stratégie de défense, minimisant sa responsabilité. Son avocat présente les circonstances, un acte impulsif, non prémédité, suivi de 21 ans de remords authentiques. Les expertises psychiatriques confirment qu'Antoine a vécu dans un état de stress post-traumatique constant, hanté par son crime. Céline demande à témoigner. Face à la cour, elle parle pendant 20 minutes. Elle décrit les 21 ans d'attente, d'espoir, de désespoir. Elle évoque Laurent, l'homme qu'il était, les rêves qu'ils avaient. Elle conclut en disant « Je ne peux pas pardonner, mais je peux enfin faire mon deuil. Après toutes ces années, je sais enfin ce qui est arrivé à Laurent. Cette vérité, aussi terrible soit-elle, vaut mieux que l'incertitude éternelle dans laquelle j'ai vécu. » Le verdict tombe en décembre 2003. Antoine Lavigne est reconnu coupable d'homicide volontaire avec circonstances aggravantes de dissimulation. Il est condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Compte tenu de son âge, de ses aveux, de l'ancienneté des faits, la Cour estime que cette peine reflète à la fois la gravité du crime et les éléments atténuants. Antoine est transféré au centre pénitentiaire de Grasse pour purger sa peine. Les restes de Laurent Mercier, identifiés formellement, sont finalement inhumés dignement en janvier 2004 au cimetière de Cagnes-sur-Mer, près de sa mère Sophie. La cérémonie rassemble une 50aine de personnes. Céline, les parents de celle-ci, maintenant très âgés, d'anciens collègues, des amis qui ne l'ont jamais oublié. Le prêtre lit un passage de L'Étranger de Camus, un des auteurs préférés de Céline. Sur la pierre tombale, une inscription simple. Laurent Mercier, 1955-1982. Ingénieur, plongeur, ami, mari aimé. Enfin, rentré à la maison. Dans les mois qui suivent, Céline commence lentement à reconstruire sa vie. Elle continue d'enseigner, mais avec un regard différent sur l'existence. Elle accepte enfin de consulter une psychologue, commence un travail de deuil que l'absence de corps avait rendu impossible pendant 2 décennies. Elle vend l'appartement de la rue Trachel, trop chargé de souvenirs, et emménage dans un petit studio lumineux près du vieux château de Nice. 1 an après le procès, en décembre 2004, elle reçoit une lettre de la prison. C'est Antoine qui écrit, une longue lettre manuscrite où il tente d'exprimer son remords, de demander non pas le pardon mais peut-être la compréhension. Céline lit la lettre une seule fois, puis la range dans un tiroir sans y répondre. Certaines blessures ne peuvent pas être guéries par des mots. L'inspecteur Marc Dumas, maintenant âgé de 66 ans, suit l'affaire depuis sa retraite avec un mélange de satisfaction et de tristesse. Satisfaction que la vérité ait enfin éclaté, tristesse qu'elle soit si tragique. Il appelle Rossi pour le féliciter d'avoir résolu ce qui était resté un mystère pendant 21 ans. Rossi lui répond humblement que, sans la découverte fortuite de cette montre, la vérité serait probablement restée enfouie à jamais dans ce sous-sol. En 2007, après 4 ans d'incarcération, Antoine Lavigne obtient un aménagement de peine pour bonne conduite et problèmes de santé. Il sort en liberté conditionnelle, soumis à un contrôle judiciaire strict. Il vit discrètement dans une petite ville de Provence, loin de Nice et de Marseille. Sa femme a demandé le divorce en 2004. Ses enfants adultes ont pris leur distance. Il travaille comme bénévole dans une association d'aide aux personnes en difficulté, une manière de tenter une impossible rédemption. Céline ne le revoit jamais. Elle continue sa vie à Nice, entourée de ses livres et de ses élèves.
À 52 ans, en 2009, elle rencontre Alain, un libraire veuf qui a repris une boutique dans le vieux Nice. Ils développent une amitié basée sur leur amour commun de la littérature, puis lentement, très lentement, quelque chose de plus profond. En 2012, 30 ans après la disparition de Laurent, Céline accepte enfin de tourner une page et entame une nouvelle relation. Elle ne se remariera jamais, mais elle trouve une forme de paix, d'équilibre. La montre de Laurent, pièce à conviction devenue symbole, est restituée à Céline après la fin des procédures judiciaires. Elle la conserve dans une petite boîte, dans un tiroir. Elle ne la regarde presque jamais, mais savoir qu'elle est là, témoin silencieux de cette histoire tragique, lui apporte un étrange réconfort. Cette histoire nous rappelle comment un seul instant de panique, une décision prise dans la peur et l'égoïsme, peut détruire des vies pour des décennies. Laurent Mercier est mort pour protéger une carrière menacée par un problème technique finalement résolu en 48 heures. Céline a vécu 21 ans dans l'incertitude avant de découvrir une vérité d'une banalité déchirante. Et Antoine Lavigne a passé 2 décennies à porter le poids d'un secret qui l'a rongé de l'intérieur bien avant que la justice ne le rattrape. Que pensez-vous de cette histoire? Avez-vous perçu les signes tout au long de la narration? La découverte fortuite de cette montre gravée a permis de résoudre un mystère que 20 ans d'enquête n'avaient pas élucidé. Cela montre à quel point la vérité peut rester cachée, parfois dans les endroits les plus inattendus, jusqu'à ce que le hasard la ramène à la lumière. Si vous avez été touché par ce cas, si cette investigation profonde vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour découvrir d'autres histoires vraies, tout aussi troublantes. Laissez un like si ce récit vous a marqué et partagez-le avec quelqu'un qui apprécie les enquêtes criminelles complexes. Vos commentaires et vos réflexions sur cette affaire sont les bienvenus ci-dessous. À bientôt pour une nouvelle histoire.